J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Flashback loves Coppola. I'm asking you, just do what you think is right in your heart. À l'occasion du Festival Lumière 2019, What is this? Another glorious battle for the kingdom? Stéphane Moïsakis, Julien Dupuis et Rafik Djoumi rendent hommage à Francis Ford Coppola. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Sur We Love Cinéma. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback Loves Coppola de We Love Cinéma à l'occasion de la 11e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Je me présente et je suis Stéphane Moïsakis et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec mes comparses Rafik Djoumi. Bonjour Rafik. Et Julien Dupuis. Julien, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, dans cette troisième partie consacrée au cinéma de Francis Ford Coppola, nous allons revenir sur une borne incontournable de sa carrière, à savoir le film de guerre Apocalypse Now, dont la version baptisée Final Cut a été restaurée et présentée en salle cette année. Alors c'était évidemment la chevaux léchée des Valkyries de Richard Wagner que Francis Ford Coppola a utilisé de manière intradiégétique lors de la fameuse scène du raid des hélicoptères menée par le colonel interprété par Robert Duvall. Alors Apocalypse Now c'est quand même un projet démentiel qui a bien failli coûter la santé et la carrière de Francis Ford Coppola. Julien, quelle est la genèse du projet ? Alors justement tu parlais de la chevauchée des Valkyries, ça fait partie des idées qui sont restées dans Apocalypse Now, c'est peut-être le truc dont les gens se souviennent le plus fortement. C'est pour ça qu'on l'utilise. Voilà, mais ce n'est pas du tout une idée de Francis Ford Coppola. De la même façon, l'utilisation des Doors en ouverture du film. Alors on pourrait croire que ça vient de Coppola parce qu'on rappelle que Coppola, quand il était à l'école de cinéma, il était copain avec Jim Morrison. Enfin, il y avait même la totalité des Doors qui suivaient les cours en même temps que lui. Mais ça ne vient pas non plus de lui, ça vient du scénariste en fait du film qui s'appelle John Milius. Alors John Milius est un peu plus jeune que Francis Ford Coppola. Il a l'âge à peu près de George Lucas. Rafik, oui. En tout cas, ils étaient à la même année à l'USC, tous les deux étudiants. Et c'est un projet qu'il a initié quasiment, enfin sur les bancs de l'USC, enfin auquel il a commencé à réfléchir parce que c'est un de ses professeurs qui lui a sorti un peu comme ça, comme s'il s'agissait d'un défi, qui avait un roman qui résistait à toute adaptation cinématographique et qui pourtant faisait fantasmer beaucoup de cinéastes, qui était le roman, enfin plutôt la grosse nouvelle Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Tout à fait, Au cœur des ténèbres qui en sous-marin en fait dans toute l'histoire du cinéma, puisqu'on en trouve déjà des évocations dans le King Kong original de Schoedsack et Cooper, et que bien sûr Orson Welles avait souhaité en faire son premier film de cinéma avant de finalement se repencher sur Citizen Kane. Il voulait adapter Au cœur des ténèbres entièrement en point de vue, avec une caméra subjective, et le projet était totalement infaisable, bien sûr. Et donc, évidemment, Milius, qui est un personnage truculent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui voulait partir en guerre, oui, qui s'est toujours espèce de va-t-en-guerre, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un anarchiste va-t-en-guerre. Alors, sa définition est très spécifique quand même. Oui, parce que à l'époque, donc à la fin des années 60, vu qu'il était entouré de hippies sur les campus, lui se définissait comme un fasciste zen. Voilà, c'est ça. Ce qui était une façon de se faire des ennemis partout où il allait. Et il lui arrivait parfois de venir sur le campus habillé en révolutionnaire mexicain avec le chapeau, la cartouchière, la totale, quoi. On a des photos de lui dans cet accoutrement. Il avait été refusé à la conscription. Tous les étudiants s'inscrivaient pour échapper à la conscription au Vietnam. Et lui avait été refusé en fait et avait dû se rabattre sur la fac de cinéma. On peut peut-être situer un peu le personnage à travers en fait une représentation cinématographique assez célèbre et qui est culte en fait, qui est le personnage de John Goodman dans Big Lebowski, qui est fortement inspiré en fait de John Milius, de John Milius. Donc juste pour situer ça aux auditeurs en fait qui ne connaissent pas forcément John Milius, parce que c'est quand même une carrière à part. Voilà, il a infusé le cinéma des frères Coen à travers. Plus tard, il réalisera Conan le Barbare. Voilà, par tout exemple. à fait, bien sûr. Mais avant ça, en fait, quand lui il est à l'école, contrairement à George Lucas par exemple, et contrairement évidemment à Coppola, il ambitionne pas fait d'être réalisateur, il veut juste être scénariste. Ça c'est son ambition première, et donc il écrit cette adaptation de Au cœur des ténèbres transposée au Vietnam, qui a lieu au moment même où il écrit. On est à la fin des 60s, donc on est en plein dans la guerre conflit vietnamien, et il a déjà lui ce regard décalé en fait sur cette guerre. Il est tout à fait conscient de la violence et de l'horreur qui se joue là-bas, contrairement à beaucoup d'Américains qui vont le découvrir plus tard aux actualités.
mais il a déjà un regard transversal et effectivement à travers le questionnement sur l'humanité que révèle la structure d'Au cœur des ténèbres. Et puis il a beaucoup aussi d'amis en fait qui ont fait eux-mêmes la guerre du Vietnam et qui vont revenir et qui vont lui faire partager, parce que lui il est extrêmement friand de ça, qui vont lui faire partager leur propre expérience en fait au combat et comment ça se passait en fait pour de vrai là-bas. Et l'utilisation des Doors vient de là en fait, c'est-à-dire que la relation des Doors avec le Vietnam n'est pas forcément connue à l'époque où John Milius était en train d'écrire le scénario. C'est quelque chose qui deviendra évidemment totalement évident par la suite. Tout le monde saura peu ou prou en fait que tous les GIs américains écoutaient les Doors en prenant de la drogue quand ils étaient au front vietnamien. Mais à l'époque où John Milius écrit ça, c'est pas du tout une évidence. Et lui, ce coup de génie et le truc en fait qui va vraiment donner le ton quand même du film, même si je veux pas du tout minimiser l'apport de Coppola, mais ça on va en parler tout de suite après. Mais le truc, c'est vraiment ce mélange entre Wagner et les Doors, et donc montrer en fait ces deux facettes complètement contradictoires en fait de cette guerre, avec le côté extrêmement exaltant et en même temps le côté beaucoup plus anxiogène, dépressif, apocalyptique quoi, littéralement. Le titre même d'ailleurs vient comme enfin c'est une espèce de chose en fait pour choquer les contemporains. Je crois que il y avait un badge en fait qui était à l'époque Peace Now et en fait le titre joue en fait, avec le titre voilà, Apocalypse Now, c'est en fait c'est à la fois un clin d'œil et en même temps il renvoie en fait tous les pacifistes aussi à leurs idéaux. Au départ, le projet donc écrit par Milius n'est pas du tout un projet pour Coppola, de Coppola. Oui, c'est George Lucas qui est mais censé. Coppola est censé le produire. Voilà, Coppola est censé le produire et George Lucas doit le réaliser. Et Lucas, lui, il envisage ce film comme une comédie noire tournée, prise sur le vif en fait, tournée en 16 mm, format standard carré, à l'image des premières images d'actualité qu'on commence à voir arriver à la télévision américaine. Ils ont à un moment donné la vague idée d'aller vraiment tourner ça au Vietnam pendant le conflit. Un peu plus que vague même. Ils voulaient tourner à Saigon, ils savaient à peu près, c'était autour de Saigon. Je crois qu'ils ont vite été ramenés un peu à la réalité, à la raison. Finalement, il y a un ancien étudiant de l'USC qui était déjà en train de bosser pour Roger Corman à l'époque, qui s'appelle Gary Kurtz, qui lui a fait le Vietnam et que donc connaissant la région va faire des repérages pour eux en fait, et il va faire des repérages aux Philippines en leur disant ça ressemble beaucoup, on pourra tourner là-bas. Par contre, les conditions vont être épouvantables et ça va être une catastrophe. Il dit ça à l'époque où c'est censé être un film à tout petit budget. Donc il est quand même en train d'annoncer à plusieurs années d'intervalle à Coppola qu'il vaut mieux pas aller tourner un projet pareil aux Philippines. Mais bon, on l'aura pas écouté. Néanmoins, Lucas et Milius vont bosser 4 ans ensemble sur ce projet, c'est pas rien. Et Lucas va d'une certaine façon se dégager ensuite du projet lorsque Coppola le reprendra à la fin des années 70, la théorie de Coppola et de Milius, c'est que surtout il a réalisé American Graffiti, il a gagné quand même beaucoup d'argent avec American Graffiti, et pour eux en fait ils le disent très clairement ils sont bourgeoisés, ils voulaient plus aller se risquer en fait à s'embêter à aller tourner dans la jungle, les pieds dans la boue et sous des torrents de pluie quoi. Et cependant, pour ceux que ça intéresse, George Lucas a quand même tourné son Apocalypse Now, puisqu'il a fait une suite d'American Graffiti qui s'appelle More American Graffiti, dont une partie se passe durant la guerre du Vietnam, et cette partie-là, elle est filmée en 16 mm, format standard carré, et c'est une comédie noire, et c'est en fait le projet qu'il avait envisagé à l'époque. Donc pour ceux qui veulent découvrir à quoi ressemble Apocalypse Now de Lucas, même le film More American Graffiti est assez difficile à trouver aujourd'hui, mais ça peut valoir le coup. Mais alors, bon, dans les podcasts précédents, on parlait de la façon dont, notamment, le premier parrain a été problématique pour Coppola pour le tourner, mais là, on rentre dans une stratosphère totalement différente. Alors, ce qui est marrant, c'est que de la même façon que le parrain, déjà, là, on a parlé des prémices, en fait, du projet. On a vu à quel point c'était pas un projet qui lui appartenait forcément à Coppola. Et Coppola, lui, en fait, en tout cas, c'est comme ça qu'il le raconte, il s'est senti un peu forcé en fait de le faire, c'est-à-dire qu'il fallait de toute façon un projet pour The Trop. Il y avait ce projet-là sur lequel il avait déjà investi de l'argent et pas mal de moyens, et forcément du coup il s'est senti un peu attiré, il s'est senti un peu dans l'obligation de concrétiser le truc une fois qu'il avait perdu George Lucas à la réalisation. Et ensuite le tournage a été effectivement
extrêmement difficile. Enfin, c'est rien de le dire. Je pense que c'est un des tournages les plus cauchemardesques de l'histoire du cinéma. Tout simplement. Ça a été extrêmement documenté, y compris par la femme de Coppola. Il y a un documentaire qui s'appelait Au cœur des ténèbres, qu'il faut absolument voir. Il faut voir absolument. Il y a un doc incroyable. Moi, je vous le conseille de le voir et de voir ensuite avec le commentaire audio de Coppola, de Francis Ford Coppola, qui donne sa propre version des faits au-dessus des images tournées par sa femme et montées par d'autres. C'est savoureux. Ça ajoute encore une strate en fait de lecture sur ce tournage. Mais par contre, tout le monde s'accorde à dire que c'est un tournage absolument épouvantable. Et épouvantable, mais un énorme budget qui à l'époque, on l'oublie un peu peut-être, est une production indépendante. Donc tout repose vraiment sur ses épaules. C'était clairement un va-tout en fait pour Coppola après les succès et les Oscars du Parrain en fait. Oui, mais dans la mesure où c'est lui qui produit, qui finance d'une certaine façon son film, il se permet tous les dépassements budgétaires. Coppola a pris l'habitude depuis le début, depuis Les Gens de la Pluie, de dépenser le maximum d'argent durant la première semaine de tournage parce qu'il se servait de ça pour faire pression sur le studio. Il avait cette idée, qui est pas idiote d'ailleurs, de se dire si on commence à les ruiner dès le départ et qu'ils ne nous virent pas, en fait on va devenir important pour eux. Tout d'un coup le projet sera un projet prioritaire là où ils auraient pu s'en foutre. Et donc il conseillait même à ses amis de dépenser le maximum d'argent pour mettre le studio dans le rouge. Sauf qu'il va faire ça avec lui-même sur le projet Apocalypse. Oui, parce que je pense que ça fait partie de son mode de fonctionnement en fait. Coppola, c'est quelqu'un, on parlera dans un autre podcast, on va évoquer probablement Tucker, mais ça fait partie des traits de caractère de ce personnage-là qui est un créateur de voitures en fait, à qui il a consacré un film, mais c'est un flambeur en fait, Coppola, et je pense même qu'il a besoin en fait de créer une espèce de chaos autour de lui et sur le plateau même en fait pour être particulièrement à l'aise en fait, curieusement quoi. Il a besoin en fait de s'immerger totalement dans ce truc, ce bazar sans nom qui était là en l'occurrence le tournage d'Apocalypse Now, qui est un tournage donc qui a été tourné aux Philippines comme tu l'as suggéré tout à l'heure avec les repérages de Gary Kurtz, avec le concours de l'armée du pays qui de temps en temps prenait les hélicoptères pour aller bombarder des rebelles à quelques kilomètres à côté. Donc ils étaient pas tenables et puis c'est compliqué de tourner avec des hélicoptères, donc ils les avaient pas toujours. Et en plus, les pilotes d'hélicoptères refusaient souvent d'obéir à Coppola, donc il ne volait pas assez bas. Donc souvent, il avait beaucoup de mal à avoir tous les hélicoptères dans le champ de la caméra. Il les avait souvent hors champ. En fait, ils étaient trop hauts, les gars, parce qu'ils avaient trop peur d'abîmer leur hélicoptère, puis de se cracher aussi, parce que c'est relativement dangereux de piloter un hélicoptère. Et puis, on sait depuis le pont de la rivière Kwai qu'une équipe hollywoodienne dans la jungle, elle devient folle. Enfin, il y a déjà dans le cadre sécurisé des studios, comédiens, réalisateurs et techniciens arrivent à se foutre sur la gueule et à devenir complètement dingues. Si tu les emmènes au cœur de la jungle, pour le coup, c'est l'apocalypse. Effectivement, on voit bien dans le documentaire d'Eleanor Coppola à quel point plus personne n'est gérable. Enfin, Dennis Hopper complètement fracassé, drogué au 500e degré. Ouais. C'est de se dire qu'ils ont quand même réussi à ramener des scènes avec lui. C'est fascinant. Il faut préciser aussi que le film a d'abord, en fait, c'est Martin Sheen qui joue le personnage principal, en fait, celui qui va chercher le colonel Kurtz au bout de la jungle. Mais à la base, c'était Harvey Keitel, qui était le premier acteur envisagé. Ils ont tourné plusieurs scènes avec lui, plusieurs jours, et il s'est fait virer, en fait, parce que c'était pas le bon acteur. Et même Martin Sheen, quand il est arrivé sur le projet, lui-même a été un peu gelé, en fait, sur le film. Il y a notamment cette scène d'ouverture où on le voit justement danser dans sa chambre, en train d'attendre ses ordres, en fait, sur la musique des Doors, où il boit vraiment, et quand il met un coup dans le miroir, mais il se blesse, il se blesse vraiment, et c'est quelque chose que Coppola a continué à tourner, à garder en fait dans le film. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle. Come on, baby. Come on, baby. Le truc, alors c'est pareil, je pense que c'est pas, enfin c'est Martin Sheen en parle lui-même assez facilement, donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut rapporter, mais lui-même était alcoolique en fait à l'époque en plus,
Mais sauf qu'il le cachait à l'équipe. Il voulait pas que Coppola le sache, il voulait pas que l'équipe le voie, et apparemment il le cachait bien en fait. C'est-à-dire que Dennis Hopper, tout le monde savait que le mec il prenait des acides et qu'il était pas tout à fait clair et pas tout seul dans sa tête. Mais Shin, c'était pas pareil en fait. Et en fait, je pense que le fait de le faire boire et le fait de se mettre à nu littéralement en fait dans cette scène-là, ça a fait ça a déclenché quelque chose. Et c'est vrai que ça rend son interprétation extrêmement puissante. Il a fait en plus un arrêt cardiaque ensuite, Martin Sheen. Il y a eu un ouragan en fait qui a rasé une grosse partie des décors du film. Coppola était allé chercher Vittorio Storaro pour la photo. Qui était un très très grand photographe, je crois que c'était sur Le Conformiste en fait qu'il l'avait repéré, Bertolucci, ouais. Et mais Storaro, il prenait son temps, quoi. Et voilà, c'était compliqué aussi sur un plateau parce que déjà ils essayaient de gérer un environnement qui est difficilement malléable, hein. La lumière dans ces pays-là change de façon drastique et très rapide. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées sur l'eau. Enfin voilà, tout un tas de complications. Les décors qui sont emportés par la mousson, etc. Voilà. Enfin, toutes les catastrophes envisageables ont eu lieu de toute façon. Dont Marlon Brando. Et bien sûr, on ramène Marlon Brando dans. Voilà, parce qu'il faut peut-être préciser que depuis en fait, grâce au Parrain, donc Marlon Brando est redevenu une star de cinéma. Coppola l'appelle pour jouer le personnage du colonel Kurtz, en fait, qui est finalement un personnage qu'on voit surtout à la fin du film. Hein. On en entend parler pendant tout le film. Il a cette aura-là, et en fait, Marlon Brando devient beaucoup moins. Alors, il était déjà pas forcément gérable facilement sur le Parrain, mais là, il est carrément ingérable aux yeux de Coppola sur ce. Il avait déjà pas été gérable sur le Parrain 2. Hein. Il devait venir apparaître sur une petite scène à la fin, et Coppola avait appris à travailler sur son absence. C'est-à-dire que la très belle idée en fait de cette scène de fin du Parrain 2, c'est de justement que le personnage interprété par Marlon Brando n'était pas là. Et il travaille aussi sur l'absence donc de Brando, et j'ai envie de dire il travaille sur son absence aussi quand il est à l'image en fait, parce que Brando contractuellement donc doit venir avec il doit perdre beaucoup de poids. Il avait déjà pris énormément de poids, et là il est quand même censé jouer un béret vert super puissant et tout. Bon, un gros gars hyper adipeux, ça marche pas forcément très bien. Enfin, c'est pas forcément l'idée que tu te fais de prime abord de ça. Donc en fait il décide de le cacher totalement dans les ténèbres, et en fait Coppola va faire avec lui ce qui était déjà sous-jacent pendant tout le tournage. C'est-à-dire que pendant tout le tournage, il réécrivait beaucoup le film. Et c'est aussi quelque chose dont on a parlé sur le podcast sur le Parrain, mais il y a toujours cette volonté de réinventer le format scénario en fait, pour ne pas contraindre l'objet filmique définitif. Et là sur Apocalypse Now par exemple, très vite ils ont abandonné le scénario, mais par contre toute l'équipe en fait avait des petites fiches écrites auparavant par Coppola qui leur servait de guide en fait dans la journée. Et avec Brando, quand il va arriver, il va y avoir des journées entières en fait où ils vont pas tourner, et où avec Marlon Brando, petit à petit, tous les deux, ils vont commencer à réécrire les monologues de Kurtz, qui sont des espèces de divagations un peu poétiques, en grande partie improvisées aussi par Marlon Brando, qui pour l'anecdote, c'est vraiment énervé très fort contre Dennis Hopper, qui lui aussi était ingérable sur un tout autre registre. Enfin, on imagine le chaos du truc, quoi. L'horreur a un visage. Et il faut se faire une amie de l'horreur. L'horreur, la terreur morale et l'horreur sont vos alliés. Il faut qu'elles le soient. Sinon, elles sont des ennemis qu'il faut redouter. Il faut avoir des hommes qui soient moraux et qui soient capables, cependant, d'utiliser leur primordial instinct de tuer, sans rien éprouver, sans passion, sans aucun jugement, le moindre jugement. Car c'est par le jugement qu'on est vaincu. Le tout dans les décors absolument cyclopéens d'Dean Tavoularis, qui est le chef décorateur très important de Francis Ford Coppola. Et avec un réalisateur qui ne sait pas vraiment où il vient aussi, il faut quand même le souligner. Il ne connaissait pas la fin, il ne savait pas comment terminer en fait. Il le dit à sa femme lorsqu'elle le filme, et je trouve ça très intéressant, parce qu'il dit ce film n'a pas été fait dans la tradition de Max Ophuls ou de David Lean, il a été fait dans la tradition d'Irving Allen. Alors Irving Allen, à l'époque, c'est l'Odyssée du Poséidon et la Tour Infernale, c'est les films les plus commerciaux qu'on puisse imaginer.
imaginer. J'ai fait le film le plus vulgaire, entraînant, plein d'actions, scènes ceramiques, qui vous donnent un frisson toutes les 5 minutes, de sexe, de violence, d'humour, parce que je veux que les gens viennent le voir. Et la question contre laquelle j'arrête pas de me heurter toutes les 5 secondes, c'est ce stupide script. Bon, remonter une rivière pour aller tuer un type, mais c'est quoi cette histoire? La question qui n'arrête pas de me submerger, à laquelle je n'ai pas de réponse, et pourtant je savais que je devais construire tout un film qui allait vers cette réponse-là. Donc c'est une locomotive ultra onéreuse qui a été lancée à toute berzingue, et que personne ne peut arrêter. Et ça va arriver aux oreilles bien sûr d'Hollywood, même si c'est une production indépendante. Il y a quand même des rumeurs comme quoi il a pété un câble. Et il va y avoir une longue presse qui va précéder la sortie du film en fait, sur le projet fou de Coppola. Oui. Il y aura même le Saturday Night Live à l'époque qui va consacrer une émission spéciale absolument extraordinaire, dans laquelle Martin Sheen lui-même reprendra son rôle en fait, où il doit remonter une rivière des Philippines à la recherche d'un réalisateur qui est parti faire un film qu'on n'a plus jamais retrouvé en fait. Et c'est Bill Murray qui jouait Coppola, et vraiment si vous arrivez à retrouver ça, je vous le recommande. Mais voilà, c'est aussi un des actes finaux du Hollywood des années 70, de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, qui va être quelque part enterré, même si le film rentrera dans ses frais. Il fait partie de ces films où Hollywood va se dire on va trop loin dans le délire d'auteur complètement azimuté, puisque juste après Apocalypse Now, il y aura La Porte du Paradis de Cimino qui sera presque un coup final, quoi. Mais il y a quand même ce truc incroyable dans Apocalypse Now qui est ce mélange de cinéma. J'ai pas trop envie forcément de faire cette distinction là, mais je pense que ça parlera à nos auditeurs de cinéma beaucoup plus autorisant, beaucoup plus introspectif, beaucoup pas forcément narratif, qui verse plus volontiers en fait dans l'allégorie et la métaphore, et quand même du cinéma à très grand spectacle. Je veux dire, Apocalypse Now, c'est aussi un des films de guerre les plus impressionnants jamais tournés, jamais réalisés, et du coup il y a une mixture incroyable, et puis qui est extrêmement cohérente. Ce qui est intéressant aussi dans Apocalypse Now, peut-être qu'il faut noter que c'est un film qui est techniquement à l'avant-garde sur plein de choses, et notamment au niveau sonore. Par exemple, il y a Francis Ford Coppola va ramener son père Carmine Coppola pour composer la musique, mais il va aussi payer en plus rubis sur l'ongle, et puis à des tarifs absolument délirants, absolument tous les gars, ou une grande partie des gars qui font de la musique électronique en fait à l'époque, et ils vont tous essayer comme ça, il va essayer de créer un melting pot pour créer une bonne son absolument improbable et totalement décalé. D'ailleurs le son dans Apocalypse Now est un truc l'ouverture l'ouverture en stéréocypiste effectivement, avec les hélicoptères qui tournent autour des spectateurs, etc. C'était à l'époque une expérience inédite, et d'ailleurs pour l'anecdote, le film a servi de démo à Sony lorsqu'ils ont voulu lancer leur système SDDS dans les années 90. Donc le fait qu'ils aient été chercher Apocalypse Now n'était pas hasardeux non plus, c'est que c'est un film qui regorge d'effets. Walter Murch qui a bossé sur le film, ayant été vraiment le monsieur qui a fait avancer à Hollywood le concept du sound design, c'est-à-dire de travailler le son comme on travaille du montage. Et qu'il l'avait déjà fait sur la conversation secrète de Coppola auparavant. Alors, on peut préciser quand même que la carrière de Apocalypse Now a vraiment débuté, et elle n'est toujours pas terminée quelque part, puisqu'en fait le film ressort dans plusieurs versions à chaque fois. Elle a débuté à Cannes en 79, où le film a gagné, alors dans un montage apparemment, c'était un work in progress à l'époque, en fait, il a présenté le film comme ça, il a gagné la Palme d'Or. Ex aequo, voilà, parce avec que le tambour de Volker Schlönder. Ce qui s'est passé, c'était Françoise Sagan qui faisait partie du jury et détestait le film. Et elle détestait le film, donc en fait, elle a obtenu un ex aequo pour pouvoir être... Non, au départ, elle pensait elle comment dire, elle pensait elle qu'il allait avoir juste une mention d'Apocalypse Now, mais pas que ça allait être un ex aequo en fait. Et quand elle a appris que ça a été un ex aequo, ça s'est fait dans son dos. Elle a été furieuse, elle a menacé d'aller tout dire à la presse. Enfin, il y a eu des tas de tractations en coulisses. Voilà. Et en même temps, pour le Festival de Cannes, c'était aussi une façon parce que ça faisait des années qu'ils boudaient un peu les Américains. Le film avait quand même été un événement. Enfin, c'est un vrai événement. Ils se disaient qu'ils auraient plus personne sur la croisette s'ils continuent à filer leurs trucs à des films italiens comme L'Arbre au sabot, quoi, si tu veux. Donc, je pense que il y a eu beaucoup de politique autour de ce prix. Maintenant, il faut constater que c'est le film dont les gens se souviennent aujourd'hui, y compris les cinéphiles, quoi. Alors que Le Tambour, qui est un très joli film, soit dit en passant, c'est pas Apocalypse Now. Et surtout, c'est un film qui a fait quelque part l'histoire de Cannes aussi, puisqu'il est revenu quelques années après, en fait, avec une version réduxe. Oui, mais la version déjà longue avait été diffusée à l'époque au
marché du film à Cannes. Ah oui. En 79. Il y a très très peu de gens qui ont été la voir à cette époque-là. On avait la scène de plantation des Français et tout ça qui était visible à ce moment-là. Mais effectivement, il est revenu avec Redux. Oui. Voilà, elle est revenue avec Redux, il est revenu avec Au cœur des ténèbres, qui a été présenté aussi à Cannes des années après, en fait, voilà, le documentaire de sa femme. Donc c'est un film qui revient assez régulièrement dans la carrière de Coppola, notamment donc à travers plusieurs versions. Donc on parlait de la version Redux et on parlait de la version Final Cut. C'est quoi les différences la version Final Cut, c'est un peu un compromis entre la version de l'Apocalypse Now qu'on a vu en salle à l'époque, en fait, la première version et la version Redux. C'est un peu plus court. Par exemple, dans la version Redux, il retrouve à un moment, il y a des playmates, en fait, de Playboy qui viennent faire un spectacle pour les GIs, et il retrouve en fait les playmates un peu plus tard. Là il les retrouve pas, par exemple dans la version Final Cut. Donc c'est par contre la scène de la plantation des Français, qui est la dérive la plus onirique, on va dire, du voyage des personnages principaux, est toujours présente, et en plus il me semble elle est totalement identique par rapport à la version Redux. Ce qui est super en fait de la version Final Cut, c'est la restauration qui est absolument magnifique. Il y a eu une exploitation salle. Je pense que la copie va continuer à tourner. Je vous invite vraiment Apocalypse Now, ça reste quand même un sacré grand spectacle. Oui. Et je pense que tant qu'on ne l'a pas vu au cinéma, et notamment sur les scènes de fin, en fait, qui peuvent sembler un peu plus longues en fait quand on le voit chez soi et tout, mais au cinéma, cette façon de structurer la lumière, de jouer avec les ténèbres est absolument incroyable. C'est vraiment une expérience à vivre en salle. Et voilà, c'est terminé donc pour cette troisième partie de Flashback Loves Coppola, notre podcast consacré à la carrière de Francis Ford Coppola. Pour notre quatrième et dernière partie, nous reviendrons sur l'aventure American Zoetrope, le grand rêve de nabab de studio à l'ancienne que Francis Ford Coppola n'a jamais vraiment réussi à concrétiser jusqu'au bout. Julien Rafik, merci à vous et à très bientôt sur We Love Cinéma. Merci. Merci.